Luc, je voudrais me placer plutôt sur le plan philosophique, le plan éthique. Nous sommes dans une société de consommation, à outrance. C'est le tout de suite, tout le temps. Tous ces camions, tous ces norias de camions qui sont sur les autoroutes, en fait, ce sont les stocks. Ce sont les stocks qui roulent sans arrêt. Dans le temps, on avait des grossistes. Maintenant, il n'y en a plus. Moi, je voudrais voir comment est-ce que écolo, quand je dis écolo, le mouvement écologiste dans son ensemble, va faire pour, je vais employer un mot dangereux, imposer ce changement de mentalité, le changement de valeur. Parce que nous allons changer de société, nous allons changer de modèle, c'est un nouveau paradigme, ce sont des nouvelles valeurs. Le tout de suite, tout le temps, c'est plus vrai. Quand on regarde ici le long de la Nationale 4, tous ces magasins qui ouvrent 7 heures, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, nous poussent inconsciemment à consommer sans arrêt. Quels sont ceux ici qui ont leur téléphone devant eux et qui sont occupés à zapper sur leur téléphone pour voir ce qui se passe, etc., parce qu'ils sont constamment branchés. Quand moi je pars en vacances et que je laisse mon téléphone professionnel de côté et que je ne réponds pas, eh bien, on me prend pour un fou. On me dit, mais comment est-ce que tu fais? Alors, toute cette société, actuellement, cette société capitaliste industrielle, elle est basée sur ce phénomène-là. Le phénomène de consommation, tout le temps, tout de suite, sans arrêt. Quels sont ceux qui seront prêts à changer de valeur? Parce que tout ce que vous avez dit là et tout ce que vous proposez, c'est un changement de valeur totale. Sans vouloir dire qu'on doit revenir à ce qu'on faisait dans le temps, etc. Comme Madame a proposé, la sobriété heureuse, etc. Oui, ok, mais comment, entre guillemets, et je reprends le terme, imposer ce changement de valeur, de mentalité, qui doit aller de pair avec le changement de paradigme, le changement de société. Sur les valeurs, les valeurs, je pense, vous avez cité les jeunes, mais je pense que le manque de valeur n'est pas l'apanage des jeunes spécialement, voilà, sans du tout. Je ne sais pas si vous avez cité des jeunes, peut-être qu'à un moment je confonds, pardon, désolé. Mais par contre, il y a plusieurs éléments qui doivent nous faire sortir de cette société de surconsommation. Il y a un élément qui apparaît peut-être pas dans le programme, quand même vous dire que le programme de 237 propositions, pensez que des écolos feraient un programme avec uniquement 237 propositions, c'est se tromper, parce qu'on a ce qu'on appelle un stock, donc un programme de 800 pages qui est aussi disponible, où il y a des choses qui sont détaillées. Mais il y a chez les grossistes, voilà. Mais il y a un point qui est important, c'est le rapport à la publicité. Je pense que par exemple, on est envahi, on est dans une société où on a chaque jour, le cerveau humain voit 3600 publicités. Ça, c'est en moyenne. Et donc ça, c'est typiquement une des choses sur lesquelles on doit agir. Jean-Marc Nollet, à l'époque, avait agi notamment sur la publicité aux abords des écoles. Je pense au maire de Grenoble qui a supprimé les publicités pour les remplacer par des informations de la commune. Mais l'obsolescence programmée, dont j'ai déjà parlé, c'est clairement quelque chose qui peut nous faire sortir d'un modèle de surconsommation. Le transport en commun est gratuit pour les 18-25 ans. Alors, il y a eu des grands débats sur la gratuité entre les différents partis de gauche, je ne sais pas si je peux dire ça, sur la gratuité ciblée, oui ou non. Nous, on se rend compte qu'en termes pour faire en sorte que les gens aillent vers les transports en commun, la gratuité n'est pas une priorité pour ce qu'on appelle le déplacement modal, mais c'est bien l'amplitude horaire, la qualité de confort et pour le coup des prix ciblés sur certaines catégories. Donc cette gratuité pour les 18-25 ans, ça permet de sortir de l'idée que je réussis ma vie si j'ai une belle voiture à 19 piges, parce que voilà, je peux aller montrer ma voiture aussi. Donc c'est aussi cette logique-là qu'il y a derrière cette proposition. Comment faire pour imposer un changement de valeur? Quand j'entends ça, j'ai froid dans le dos. Je répète, on a déjà souvent voulu, dans l'histoire de l'humanité, imposer l'homme nouveau. Et ça se termine toujours mal. Et donc, nous sommes résolument... On pose souvent la question, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu de despotisme éclairé vu l'urgence? Non, sauf si je peux être le despote. Alors je veux bien. En fait, quand je réponds ça, en fait, je réalise tout de suite qu'être despote, c'est un job à plein temps et que je voudrais profiter de la vie. Donc si je peux être despote à mi-temps, je suis d'accord. Mais en fait, non, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'on est à l'aube d'un changement de civilisation. Si on réussit, on pourra, ceux qui écriront l'histoire au XXIIIe siècle diront que ça a été le début d'un changement de civilisation, la fin de la civilisation du pétrole et du tout de suite. Mais ils l'ont réussi parce qu'ils ont mis en place justement de l'innovation démocratique
profonde. Autrement dit, j'aime pas le terme co-construire, on a mobilisé l'intelligence collective pour s'en sortir. Et ça ne se marie pas à imposer un nouveau ensemble de valeurs, parce qu'en fait, ça s'adopte des valeurs, ça ne s'impose pas. Ça s'adopte librement, j'adopte des valeurs. Et comme disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et donc ça, c'est notre méthode, c'est ce qu'on a appelé dans le temps la contagion culturelle. Ben, il faut quand même, enfin, c'est aussi en vivant de nos valeurs qu'on les partage. Le dimanche non travaillé, mais c'est important que la société s'arrête. Enfin, on va dire, oui, mais parce que vous êtes chrétien, vous dites ça. Mais je pense que qu'est-ce que le jour chômé nous dit? C'est que l'être humain n'est pas juste un producteur et un consommateur. C'est que nous sommes autre chose que ça. Et donc, le fait, comme société, de pouvoir s'arrêter à intervalles réguliers est super important. Et donc, cette logique du 7x24, c'est insensé. C'est absolument insensé. Donc, quand on résiste à ça, on passe pour des intégristes. Non, on passe pour des résistants de l'humanité. D'accord? Mais c'est ça qu'on défend. C'est ça qu'on défend. Donc, en fait, pour l'instant, il faut reconnaître que face au rouleau compresseur de la marchandisation de tout et de tous, eh bien, pour l'instant, le premier combat est un combat de résistance. Mais ce que je constate, c'est que la résistance, elle fait beaucoup d'adeptes. Parce que, je veux dire, à mon époque, quand on était gradué ingénieur, on se retrouvait très vite dans une multinationale, dans un cabinet de conseil, etc. Et la compétition, c'est à qui aurait le plus vite la plus belle voiture de société. Ça, c'était le symbole du statut. Combien, moi, quand je vois mon fils est ingénieur, sa copine aussi, ils veulent... Et ils sont plusieurs, enfin, ils ne sont pas majoritaires dans leur promotion, mais ils sont nombreux à dire « Non, moi, j'irais bien enseigner. Moi, j'irais bien être maraîcher. Moi, j'irais bien faire de la coopération. Mais me retrouver dans une grande multinationale, no thanks. Hein. Vous savez, quand j'étais au comité de direction d'IBM Belgique, j'ai reçu à l'époque, c'était grande innovation, c'était du symbole, un BlackBerry. Hein, personne n'avait ça. Enfin bon, c'était vraiment... J'ai reçu le BlackBerry. Je l'ai ramené à la maison et je l'ai mis dans une armoire. Et puis, un an après, le responsable du service informatique interne m'a dit « On a remarqué que tu ne te sers pas de ton BlackBerry. Bien vu. Est-ce que tu ne veux pas le ramener ?» Avec plaisir. Avec plaisir. Et ils étaient tous sur leur BlackBerry pour avoir l'air occupé. Quand on avait comité de direction, on ne discutait jamais rien. Enfin, il faut dire qu'on était juste des exécutants, parce que vous savez, même quand vous êtes au comité de direction d'une filiale belge, d'une grande multinationale, vous êtes juste des rouages, hein, vous n'êtes pas des décideurs. J'ai dit ça, c'est le titre qu'on veut, enfin, c'est l'image qu'on veut donner, mais c'est bullshit. Bref, mais ça, c'est de la résistance culturelle. Alors, c'est pas pour ça que ça fait des émules tout de suite, mais moi, je crois qu'il y a, j'ai le sentiment, mais démentez-moi, mais il y a un changement tectonique qui est en train de se passer dans nos sociétés. Moi, je sens ça vraiment. Alors, est-ce qu'il va assez vite? Est-ce qu'il va assez loin? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sens que quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Autrement dit, que cette idée que nous sommes juste là pour être des producteurs et des consommateurs, toujours plus vite, toujours plus, et mourir malheureux, je pense que ça ne marche plus très bien. Et donc voilà. Maintenant, juste un petit mot sur le travail, parce que je voudrais apporter juste un bémol sur l'allocation universelle. Je crois que toutes et tous, nous aspirons. Une partie de la dignité de la vie humaine, c'est de pouvoir contribuer par son travail à la société dans laquelle on est. Et je crois que ça fait partie de notre identité et de nos besoins sociaux. Donc je ne crois pas que le travail va disparaître. D'ailleurs, si on regarde l'agriculture bio, il y aura plus de travail humain demain que hier. D'accord ? Si on regarde le secteur de la santé, le secteur de l'enseignement, on voudrait plus d'humains et pas moins d'humains. La seule chose, c'est que nous voulons répartir le travail différemment pour que tous aient l'occasion et toutes aient l'occasion de contribuer par leur qualité à ce que nous vivions une chouette vie. Et donc qu'une partie de ce travail soit non rémunérée, c'est très bien, mais qu'une partie de ce travail soit rémunérée, c'est très bien aussi. Simplement, l'allocation universelle donne une couche de sécurité de base à tous et à toutes, qui est quelque part de nouveau une traduction de l'article 1. On reconnaît que tous les êtres humains ont une égale dignité, et donc on leur donne, parce qu'aujourd'hui les machines créent de la valeur, sans même intervention humaine, on leur donne une part de cette valeur, qui est une sorte de matelas sur lequel construire. Enfin, on ne construit pas sur des matelas, on construit sur du solide, évidemment. Mais bon, bref, l'image est mauvaise.